Donc, je viens d'évoquer le problème de la déforestation et de l'expansion des cultures de palmiers à huile et de soja OGM. Et quand on évoque le soja OGM, on pense immanquablement au glyphosate. Car l'entreprise Monsanto, désormais intégrée au Trust Bayer, n'a pas seulement mis au point ce puissant herbicide contenu dans le Roundup. Elle a optimisé ses profits en proposant en parallèle des semences OGM, et en particulier des soja OGM, capables de résister à cet herbicide. Un agriculteur utilisant en parallèle le glyphosate et les semences de soja résistantes peut ainsi traiter son champ plusieurs fois au glyphosate et éradiquer la moindre mauvaise herbe tout au long du cycle de culture, sans dommage pour sa production. C'est ainsi que les sojas et aussi les maïs OGM dits Roundup Ready, prêts pour le Roundup, se sont imposés partout dans le monde, excepté dans quelques pays de l'Union européenne, dont la France. Le glyphosate est aujourd'hui l'herbicide le plus vendu au monde. Il a de multiples usages. Monsanto a même réussi à l'imposer dans une pratique pourtant considérée comme plutôt écologique, car respectueuse des sols. C'est la culture sans labour. Aux États-Unis, où cette pratique est beaucoup utilisée, l'étape glyphosate s'est généralisée pour détruire les feuillages restants de la culture précédente. Un épandage qui est pourtant jugé inutile par les spécialistes de cette pratique culturale. Le glyphosate fait régulièrement la une des médias depuis des années. En août dernier, le jardinier d'une commune américaine a obtenu du tribunal de San Francisco un jugement condamnant Bayer-Monsanto à lui verser des dommages et intérêts de 290 millions de dollars, une somme réduite dernièrement à 78 millions. Les juges ont considéré que Bayer-Monsanto avait, donc je les cite, considérablement contribué à la leucémie dont le jardinier avait été victime après avoir manipulé du glyphosate à haute dose pendant 2 ans. Et ils ont reproché au Trust de ne pas avoir informé le jardinier de la dangerosité du produit. Le tribunal a suivi en cela l'avis du Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé le glyphosate parmi les cancérogènes probables en 2015. Le degré de dangerosité du glyphosate est encore discuté dans les milieux scientifiques. Et bon, ce n'est pas moi qui vais trancher ici le débat. Mais il est évident que du fait des quantités massives utilisées dans le monde entier, un moratoire devrait au moins s'imposer, le temps d'en savoir plus. Mais ni l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, ni l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis n'ont recommandé la moindre mesure dans ce sens. En novembre 2017, l'Union européenne a même réautorisé le glyphosate pour 5 nouvelles années. Et Nicolas Hulot, souvenez-vous, qui a été ministre de l'Environnement, eh bien Nicolas Hulot a mangé son chapeau en repoussant à 2023 l'interdiction définitive du glyphosate en utilisation professionnelle. Le vrai problème dans tout cela, c'est que toutes les décisions concernant l'utilisation du glyphosate sont prises par des instances publiques et des États plus sensibles aux pressions de Monsanto que préoccupés par la santé de la population. Bien d'autres pratiques agricoles ont des effets nocifs sur l'environnement et les populations. L'utilisation massive d'engrais entraîne par exemple la pollution aux nitrates et aux phosphates des cours d'eau et des nappes phréatiques, une pollution particulièrement élevée dans les zones d'élevage intensif. Cette pollution, elle est par exemple à l'origine du phénomène des algues vertes, que certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est-à-dire une prolifération d'algues sur les côtes proches des zones d'élevage qui viennent s'échouer sur les plages et deviennent dangereuses pour les promeneurs quand elles se décomposent. Les pesticides
utilisés eux aussi en grande quantité dans l'agriculture, se retrouvent dans le sol, dans l'eau, dans les fruits et légumes, dans les cheveux des enfants, absolument partout. Les quantités de pesticides décelées restent le plus souvent dans les limites autorisées pour chaque molécule active, dans les pays riches tout au moins. Mais les substances les plus variées se côtoient, et les scientifiques craignent que cela puisse entraîner ce qu'ils appellent un effet cocktail, c'est-à-dire que l'association de plusieurs de ces substances chimiques dans l'alimentation, et cela sur une grande durée, les rendent néfastes pour la santé même, même si chacune d'elles ne dépasse pas le seuil autorisé. Mais aucun fabricant de pesticides n'a jugé utile d'investir dans l'étude de cet effet cocktail. Et ce n'est guère mieux du côté des pouvoirs publics. Ils restreignent chaque année un peu plus les crédits de recherche et n'ont aucunement l'intention, de toute façon, de gêner les activités des grands groupes fabricants de pesticides. Les premiers concernés par ce problème, par ce type de pollution, sont évidemment les agriculteurs, les ouvriers agricoles et les ouvriers des usines de fabrication des pesticides, qui manipulent ces produits à longueur d'année. Là encore, les études manquent cruellement, mais il est probable que l'exposition aux pesticides explique l'apparition chez ces travailleurs de certaines maladies graves, comme la maladie de Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives, ou encore comme le cancer de la prostate et certains cancers du sang. C'est même la population tout entière de certaines régions agricoles qui peut être touchée. En avril 2018, des manifestations ont eu lieu en Martinique et en Guadeloupe pour dénoncer les dégâts considérables faits par le chlordécone, un insecticide massivement employé dans les plantations de bananes des Antilles jusqu'en 1993. Il a contaminé les sols, les rivières, les côtes aux alentours des zones de bananeraies, et cela pour des centaines d'années. À diverses doses, pratiquement toute la population antillaise en a dans le sang, et il a été constaté des taux anormalement élevés de cancer de la prostate et de développement anormal des nourrissons. Cette molécule dangereuse avait été interdite dès 1975 aux États-Unis, parce qu'elle était justement très dangereuse. Mais un producteur béquet, c'est-à-dire un riche propriétaire terrien descendant des premiers colons européens, donc ce producteur en a racheté le brevet et a continué à la produire et à la diffuser aux Antilles pendant près de 20 ans. Il a eu tout le soutien de l'État français, qui ne s'est décidé à interdire ce produit dangereux qu'en 1990 pour la métropole et a même accordé une dérogation de 3 ans supplémentaires pour les Antilles. Un autre gros problème pour l'avenir de l'agriculture est la dégradation des sols cultivés, par érosion, par pollution, acidification, salinisation. Un rapport rendu public en 2015 par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc ce rapport indique que depuis les années 1950, la teneur des sols en nutriments et en humus aurait baissé d'1 tiers à cause des mauvaises pratiques culturales. L'apport de plus en plus massif d'engrais n'y change rien. Les terres sont épuisées. Elles perdent progressivement leur productivité. À l'échelle mondiale, alors que les rendements n'avaient cessé d'augmenter depuis 1950, ils stagnent ou même diminuent dans bien des endroits de la planète ces dernières années. Sur un autre plan, une campagne médiatique est actuellement en cours qui dénonce les mauvais traitements subis par les animaux d'élevage. Et il est vrai qu'on ne peut qu'être choqué par les conditions de transport du bétail en camion ou en bateau, par les conditions d'existence imposées aux animaux dans les élevages intensifs, ou encore par la façon dont ils sont traités dans les abattoirs industriels, qui a été révélée au grand public par les images tournées en caméra cachée.
Ces images, elles ont aussi montré les conditions de travail exécrables des ouvriers de ces usines, tout aussi révoltantes d'ailleurs. Ils sont obligés de travailler souvent dans le froid, 4 à 7 degrés selon les produits, d'enchaîner les gestes répétitifs qui leur détruisent les articulations. Et cela sans parler de la souffrance au travail que constitue le fait de tuer chaque jour des animaux en série et de ne pas pouvoir faire autrement que de leur infliger des souffrances parce qu'il faut suivre les cadences. Et les cadences, elles sont infernales. Une chaîne d'abattage de porcs peut traiter 700 animaux par heure. Cela signifie que l'ouvrier qu'on dit seigneur, c'est celui qui tranche la gorge du cochon après qu'il a été étourdi. Cet ouvrier, il doit faire ce geste toutes les 5 secondes. Alors un scandale en chasse un autre dans les mémoires, dans la mémoire collective, et je voudrais quand même qu'on se souvienne de la crise de la vache folle dans les années 1990. Donc rappelez-vous, les vaches étaient alors nourries aux farines animales, fabriquées à partir de parties non consommées des carcasses bovines et aussi de cadavres d'animaux d'élevage. On avait transformé ces paisibles herbivores que sont les vaches en mangeuses de viande et de surcroît de viande pourrie. Et cela avait entraîné une épidémie d'ESB chez les vaches, une maladie neurodégénérative qui s'était avérée transmissible à l'homme. Cette pratique, qui est maintenant interdite, a fait des victimes et d'ailleurs en fait encore, et donc on en est à 223 victimes humaines jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais terminer cette énumération des aberrations de l'agriculture actuelle, bon je ne vous épargnerai rien, avec le cas des agrocarburants, appelés, mais bien à tort, biocarburants. Ces agrocarburants sont élaborés à base de produits végétaux, huile de palme, soja, colza, canne à sucre, blé, et ils ont été présentés comme une solution alternative aux carburants fossiles. Les États américains, brésiliens et européens ont pris diverses mesures en leur faveur sous prétexte d'écologie. L'Union européenne, par exemple, verse des primes assez importantes pour la culture du colza destinée aux raffineries et impose l'utilisation d'un certain taux d'agrocarburants pour tous les transports. Mais il s'avère aujourd'hui que ces agrocarburants ne sont guère écologiques, car d'une part peu efficaces, donc il faut en mettre plus pour faire le même nombre de kilomètres, et en plus exigeant beaucoup d'énergie pour leur production. Ce constat n'empêche pas les États de s'enferrer dans leur politique de soutien aux agrocarburants, car il s'agit en fait de défendre les intérêts des gros producteurs de soja, de colza ou d'huile de palme, ainsi que les industriels qui fabriquent ces agrocarburants, comme par exemple Avril, le trust de la transformation de colza que j'ai cité plus haut, vous savez, celui qui était dirigé par Belin. Donc ce trust, il a fait vraiment sa fortune ces dernières années grâce au soutien de l'État français. Pire encore, de plus en plus de surfaces sont consacrées aux cultures destinées aux agrocarburants, en concurrence avec les forêts tropicales, donc encore de la déforestation, mais aussi en concurrence avec les cultures alimentaires, ce qui ne peut que faire monter les prix des denrées alimentaires et conduire peut-être dans l'avenir à de nouvelles émeutes de la faim. Jean Ziegler, le militant tiers-mondiste, qui a dénoncé les pratiques de ce qu'il appelle ces vautours de l'or vert, lui, il parle même de nouveaux crimes contre l'humanité qui se préparent aujourd'hui. Donc devant un tel gâchis social et écologique, devant ces comportements qui heurtent le bon sens, d'autres systèmes d'agriculture sont mis en avant, censés être plus durables et plus respectueux de l'environnement. Mais nous allons voir maintenant qu'ils sont le plus souvent fondés sur la critique de la modernité, de la production industrielle, des progrès technologiques et scientifiques, voire même sur le concept de la décroissance. De ce fait,
Ils restent profondément réactionnaires et ne s'attaquent en aucune manière au système capitaliste. Ils peuvent même être progressivement récupérés par ce système, pour peu qu'il soit à la mode et donc prometteur de profit. Tel est le cas de l'agriculture biologique, de plus en plus pratiquée en France et ailleurs. Mais que signifient précisément les termes agriculture biologique ? Une définition rapide la présente comme une agriculture sans pesticides ni engrais chimiques, mais si l'on creuse un peu plus, ces termes peuvent recouvrir des choses bien différentes, et l'agriculture biologique, elle varie dans le temps et dans l'espace. En France, par exemple, les précurseurs de l'agriculture biologique, qui eux ont commencé dans les années 1960, ils considèrent que le label AB, actuel, donc qui est utilisé actuellement, a été complètement édulcoré au fil des années. Et eux, d'ailleurs, ne veulent pas en entendre parler. D'autres dénoncent les labels bio de certains pays qui n'empêchent aucunement l'exploitation féroce des travailleurs et la destruction de l'environnement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les géants de l'agroalimentaire se sont emparés du bio, au moins dans les pays les plus riches. Je vais vous donner 2 exemples. Danone, face à la baisse des ventes de ses yaourts classiques, a déboursé plus de 12 milliards de dollars tout de même pour mettre la main sur le groupe américain White Wave Foods, spécialiste du lait bio et des protéines végétales. Et donc, on voit apparaître les yaourts végétaux de Danone maintenant. Le trust Coca-Cola, lui, il s'est diversifié. À côté de son fameux soda, qui est l'un des symboles de la malbouffe, avec l'équivalent de 13 morceaux de sucre dans chaque bouteille, il vend aujourd'hui les smoothies Innocent. Vous connaissez peut-être, on les trouve dans les gares en particulier. Alors ces smoothies, ils sont parfaits. Ils sont réputés ne contenir que des fruits entiers mixés et rien d'autre. Et il s'agit pour Coca de ne rater aucune cible potentielle de clients. Et puis quel supermarché n'a pas aujourd'hui son rayon bio, bien mis en évidence ? Quel trust de la grande distribution ne propose pas sa propre marque bio ? Il faut produire plus pour fournir tous ces magasins en produits bio. Et cela se fait avec aussi peu de scrupules que dans l'agriculture dite conventionnelle, quand ce sont les capitalistes qui prennent la direction des opérations. Même les véganes, qui refusent de consommer tout ce qui est d'origine animale, sous quelque forme que ce soit, commencent à intéresser les trusts de l'agroalimentaire, car la mode est de plus en plus aux produits veggie. Du coup, les substituts aux produits laitiers et aux aliments carnés, qui envahissent désormais les rayons des supermarchés, ont finalement les mêmes caractéristiques que les autres produits transformés, comme par exemple les fromages végétaux, qui sont bourrés de sucre et d'additifs divers pour leur donner la couleur et la consistance voulues. L'agriculture biologique étant de plus en plus récupérée par le capitalisme, on nous parle maintenant d'agroécologie. Souvent, les partisans de l'agroécologie ne refusent pas seulement les substances issues de l'industrie chimique, mais aussi divers progrès technologiques dans le domaine du machinisme agricole comme dans celui de la sélection génétique. Certains ont même décidé de se passer des tracteurs et de revenir au travail de la terre avec attelage animal. Ils proposent de revenir à de petites exploitations familiales de polyculture et élevage, permettant, disent-ils, l'autosuffisance alimentaire. Avec de telles perspectives, les agroécologistes ne font pas bien peur aux capitalistes. Certains peuvent même entretenir les meilleures relations avec eux. Tel est le cas de Pierre Rabhi, particulièrement chouchouté par les médias en ce moment. Il passe pour être un paysan simple et modeste, qui défend des solutions de bon sens face aux dérives de l'agriculture productiviste et les met en pratique sur sa ferme ardéchoise. Mais la réalité, ce n'est pas tout à fait ça.
Pierre Rabhi recherche donc la compagnie des grands de ce monde. Il est intervenu lors de l'université d'été du MEDEF en 2009. Il multiplie les contacts avec les PDG des plus grands groupes, Veolia, General Electric, Danone, McDonald's, des vertueux de l'écologie, comme chacun sait. Et il a même rencontré Macron, un homme de bonne volonté, selon lui. D'un autre côté, pour les pauvres, il fait l'éloge de la pauvreté, qui serait, d'après ses dires, une source de bien-être. C'est la fameuse sobriété heureuse qu'il défend dans ses livres et au cours de ses conférences, très bien payée au demeurant. Pierre Rabhi, c'est un ami des grands patrons qui prône le fatalisme au milieu populaire. Les idées agroécologistes s'accompagnent généralement de la promotion du marché local, du circuit court, qui sont opposés à la grande distribution et à la mondialisation des échanges. Les promoteurs des circuits courts surfent sur l'indignation bien légitime que suscitent les aberrations des circuits commerciaux des produits alimentaires. Nous avons vu précédemment par exemple, comment les productions subventionnées des pays riches venaient concurrencer sur place les productions locales des marchés africains, des paysans africains. Inversement, il y a de quoi être indigné par la fourniture de haricots verts, de fraises ou de roses en plein hiver, destinés à satisfaire les consommateurs des pays riches à contre-saison et qui sont produits par des ouvriers agricoles d'Afrique ou d'Amérique latine dans des conditions infâmes et pour des salaires de misère. Mais les problèmes qui sont posés là sont ceux de l'échange inégal entre puissances capitalistes et pays pauvres, de la mise en concurrence entre les travailleurs de différentes régions du monde. Une société débarrassée du système capitaliste et de toutes ses tares ne reviendrait certainement pas à une planète cloisonnée, à une distribution atomisée. Elle pourrait allier les productions locales avec des échanges entre régions lointaines. Et puis, comment imaginer que la généralisation des AMAP pourrait résoudre les problèmes d'approvisionnement alimentaire des villes d'aujourd'hui? Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, une AMAP, c'est une association qui établit un lien direct entre un ou des exploitants agricoles et des consommateurs à proximité. Consommateurs qui, chaque semaine, achètent leur petit panier de fruits et légumes, d'œufs, etc., apportés par l'agriculteur. Ne compter que sur les AMAP aujourd'hui en France pour l'approvisionnement alimentaire, cela signifierait charger les agriculteurs, c'est-à-dire un peu plus de 1% de la population totale, d'apporter eux-mêmes, avec leurs propres moyens de transport, la nourriture aux 99% restants. Ça n'a pas de sens. Et finalement, ce type de distribution ne peut fonctionner que s'il est réservé à une toute petite partie de la population. Remarquons à ce propos que les capitalistes de la grande distribution sont en train de s'intéresser au circuit court après avoir mis la main sur le bio. Par exemple, Édouard Leclerc se vante d'avoir réinvesti le circuit court, comme il dit, avec son concept Alliance locale. Donc il s'agit de partenariats passés entre un hypermarché Leclerc et des producteurs dans un rayon de moins de 100 km aux alentours pour l'approvisionnement de l'hypermarché en divers produits frais, ce qui en soi n'est pas mal d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut résumer ça en disant que circuit court ou circuit long, tout est bon chez Leclerc pour faire du pognon. Dans les milieux qui critiquent l'agriculture conventionnelle, il y a aussi l'idée qu'il faudrait se passer de tous les produits chimiques ou issus de l'industrie, quels qu'ils soient. Mais pourquoi, par exemple, refuser d'utiliser des antibiotiques plus d'une fois par an pour soigner des veaux ou des vaches gestantes,
comme c'est actuellement la règle en agriculture biologique. Cette interdiction est censée répondre aux abus de l'agriculture intensive dans ce domaine, où l'on prescrit systématiquement des antibiotiques aux animaux afin d'éviter que les problèmes sanitaires viennent ralentir leur croissance, quand on ne les ajoute pas à leur nourriture, parce qu'on a constaté que ces médicaments font grossir les bêtes plus vite. Évidemment, on paye aujourd'hui les conséquences de cette surconsommation d'antibiotiques, avec la multiplication de bactéries résistantes de plus en plus difficiles à combattre. Mais on pourrait faire des antibiotiques un usage plus prudent et respectueux de la santé humaine comme du bien-être des animaux, en commençant quand même par les soigner correctement, y compris avec des antibiotiques, chaque fois qu'ils sont vraiment malades. Le même type de raisonnement s'applique à tous les produits chimiques utilisés en agriculture, y compris les pesticides. Le tout pesticide des dernières décennies pourrait sans problème céder la place à des méthodes de protection des cultures plus variées et plus techniques, qui feraient appel aux recherches scientifiques les plus pointues et les plus récentes, recherches qu'on pourrait d'ailleurs développer. Comme par exemple, je vous citerai un seul exemple qui est récent, c'est des robots bineurs autonomes qui sont expérimentés en ce moment dans des champs de légumes ou de maïs et qui détectent les mauvaises herbes au laser, qui les arrachent mécaniquement. Donc voilà, pour ne citer qu'un exemple. Plus généralement, toute l'histoire de l'humanité est une suite de progrès technologiques qui ont permis à une population de plus en plus nombreuse de se libérer des tâches de production alimentaire pour se consacrer à d'autres tâches. Comment ce retour à la terre et aux pratiques ancestrales, qui est prôné par les agroécologistes, pourrait-il être une perspective pour l'humanité ? Seule une crise profonde de l'économie, une poussée protectionniste dans un grand nombre de pays, voire une plongée dans la guerre, pourrait imposer à l'humanité un tel retour en arrière. Il est vrai que le système capitaliste peut produire ce genre de catastrophe, l'actualité nous le montre tous les jours. Et puis, n'oublions pas qu'il y a encore aujourd'hui 1 milliard de paysans dans le monde qui doivent se contenter de ces méthodes de production ancestrales et de leur productivité extrêmement limitée et aléatoire, et qui ne font que survivre sur leurs terres. L'avenir de l'agriculture y passera au contraire par la mise à leur disposition de toutes les connaissances scientifiques et de tous les progrès technologiques présents et à venir. Enfin, pour assurer l'alimentation de l'humanité tout entière, sans altérer les ressources qu'offre la planète, il faudra planifier la production agricole, et cela devra se faire à l'échelle mondiale. Les outils de recensement, de logistique, de gestion de la production, ils existent déjà. Il suffira de les mettre au service d'autre chose que de la recherche du profit maximum ou de la spéculation. Mais pour cela, la seule perspective qui vaille et qui ne soit pas utopique sera d'exproprier les capitalistes du secteur et de placer sous le contrôle de la population les grandes exploitations agricoles, les usines agroalimentaires et les banques qui sont derrière. Cette perspective communiste, c'est aussi la seule qui puisse offrir un avenir aux paysans eux-mêmes, car ils n'ont rien à attendre, ni du retour vers le passé prôné par les décroissants, ni de la fuite en avant représentée par l'agriculture actuelle, sous domination capitaliste. Et c'est au mouvement ouvrier qu'il incombe la responsabilité de populariser cette perspective et de la défendre contre toutes les idées réactionnaires qui circulent aujourd'hui. Je vais en venir maintenant à la question pour le mouvement ouvrier de quelle politique mener vis-à-vis de la paysannerie et de ses luttes. Dans beaucoup de pays, la paysannerie pauvre constitue encore une part importante de la population et elle a de nombreux liens avec la classe ouvrière récemment issue des campagnes.
Si des luttes sociales de grande ampleur, voire une révolution, se déclenchent, la paysannerie pourra avoir un rôle important à jouer dans ces pays. Seule la classe ouvrière pourra mener la révolution jusqu'au bout, car c'est la seule classe sociale capable de mettre à bas le système capitaliste. La révolution russe de 1917 en a fait la preuve. Mais dans la Russie soviétique, l'implication de l'innombrable paysannerie dans la révolution a été décisive pour que l'État soviétique tienne face aux puissances capitalistes coalisées. Ce soir, je ne peux évidemment pas passer en revue les situations de la paysannerie de par le monde et non plus les relations de celle-ci avec le mouvement ouvrier. Donc, une fois encore, je vais me cantonner à la France pour réfléchir à cette question, car en France aussi, la question se pose. La plus grande hétérogénéité sociale règne parmi les agriculteurs en France. Du capitaliste de la terre, comme je l'ai décrit plus tôt, jusqu'à l'ouvrier agricole. Car là où il y a des capitalistes, il y a toujours des ouvriers. C'est justement grâce à leur travail que les profits sont faits. Et depuis quelques années, le nombre des ouvriers agricoles s'est remis à croître. Ils sont tout de même 680 000, donc ça c'est le chiffre de 2017, auxquels s'ajoutent 440 000 ouvriers de l'agro-industrie. C'est une force. Et c'est évidemment dans ces ouvriers, nos frères de classe, que nous mettons notre confiance pour porter nos perspectives. Entre les capitalistes de la terre et les ouvriers agricoles, les agriculteurs se divisent en une infinité de chefs d'entreprise de différentes tailles, du paysan cossu à la tête de 350 hectares de céréales dans une bonne terre à blé, jusqu'à l'éleveur laitier quasiment ruiné, incapable de se payer un salaire à la fin du mois. Les conditions de vie des plus cossus n'ont pas grand-chose à voir avec celles de ceux qui sont le plus en difficulté. Mais bien des petits agriculteurs, pourtant, ne se sentent pas pour autant d'affinité avec le monde salarié, car ils se considèrent avant tout comme des propriétaires de leurs terres, ou plus souvent du matériel en tout cas, des petits entrepreneurs indépendants. Pourtant, cette indépendance, elle est totalement factice. En premier lieu, ils subissent la domination des banques, car ils ne peuvent pas se passer de leurs prêts pour s'installer ou moderniser leur exploitation. Le taux d'endettement des agriculteurs est en moyenne de 160 000 € par exploitation. Il monte à 200 000 € pour de jeunes agriculteurs, alors que le capital indispensable pour s'installer aujourd'hui, en tout cas sur une exploitation moyenne, atteint 260 000 €. Les bâtiments, le matériel motorisé et le cheptel peuvent être hypothéqués, ainsi que les terres quand elles ne sont pas louées, ce qui veut dire qu'en dernier ressort, tout appartient aux banques. Les grandes coopératives et les industriels de l'agroalimentaire ne sont pas en reste pour imposer leurs lois aux agriculteurs. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors, je vais commencer par McCain, les frites. Donc, McCain, figurez-vous qu'il décide de quelle variété de pommes de terre vont cultiver les 900 producteurs qui travaillent pour lui, en particulier dans le nord de la France. De quelle grosseur elles devront être quand elles seront récoltées, du jour et de l'heure à laquelle elles devront être livrées à l'usine de frites. Les éleveurs de porc, de poulet ou de veau ont l'obligation d'utiliser les aliments pour le bétail fournis par l'industriel pour lequel ils travaillent. Et on a vu un petit peu plus tôt que ce n'était pas toujours très ragoûtant. Ils doivent aussi faire grandir les animaux en un temps donné, lui aussi imposé par l'industriel. Depuis la fin des quotas en 2015, les éleveurs de vaches laitières sont sous contrat avec les industriels du lait. Les conditions de ces contrats sont abjectes, allant jusqu'à imposer aux éleveurs des prix d'achat du lait en dessous des coûts de production. D'ailleurs, je peux rajouter à ce propos, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'au même moment où Beignet faisait sa hausse spectaculaire de fortune, c'était le moment où il y avait des suicides d'éleveurs parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur travail. Et dans le cas de Lactalis, toujours, les contrats comportent même des clauses
interdisant de faire la grève du lait, c'est-à-dire de refuser de livrer leur production à la laiterie industrielle, et même des clauses interdisant de parler en mal de l'industriel dans les médias. Voilà à quoi se réduit l'indépendance des agriculteurs restés à la tête de leurs exploitations, à rien pour beaucoup d'entre eux. Cela n'empêche pas que, pour garder le soutien des paysans, les gouvernants s'appuient depuis longtemps sur leur attachement à leur exploitation, d'autant plus fort d'ailleurs chez les petits paysans qui doivent lutter avec âpreté pour qu'elles ne disparaissent pas. Dès le début du mouvement ouvrier, les gouvernants ont incité les paysans à suspecter et même haïr les travailleurs socialistes qualifiés de partageux. C'est sur les paysans que les gouvernements se sont appuyés pour mater les ouvriers en 1848, 1851, 1871, par le bulletin de vote et le soutien au pouvoir. En face, quand le mouvement ouvrier s'est porté à la tête de la contestation sociale, il a su influencer et parfois entraîner derrière lui les couches intermédiaires entre les ouvriers et les capitalistes, et en particulier la paysannerie. Tel a été le cas au début du XXe siècle, quand il existait encore un parti socialiste et une CGT qui se réclamaient de la révolution sociale et qui savaient prendre la tête de toutes les luttes sociales et leur offrir leur perspective. La grande lutte des vignerons du Midi de 1907 s'est ainsi faite en lien avec les organisations ouvrières, tant politiques que syndicales. Les vignerons ont adopté les symboles du mouvement ouvrier et ils ont choisi pour diriger leur lutte, un dirigeant local du mouvement ouvrier. Ces petits vignerons avaient été intégrés au marché capitaliste quelques décennies plus tôt. Ils subissaient en 1907 une grave crise de surproduction, due en particulier à la concurrence déloyale des industriels qui fabriquaient ce qu'on appelait du vin de sucre, c'est-à-dire du vin élaboré à partir de marc de raisin et de sucre, bien moins cher à produire que le vrai vin. Les vignerons ont alors été ruinés, ils ont été obligés de mettre au chômage les ouvriers agricoles et tous sont tombés dans une misère noire. Le Midi s'est alors embrasé, avec d'énormes manifestations entraînant toute la population. Au plus fort de la mobilisation, il y a eu 600 000 à 800 000 personnes dans les rues de Montpellier, c'est-à-dire environ la moitié des habitants de la région, qui fut d'ailleurs dans une situation de quasi-émeute. L'Internationale et les drapeaux rouges étaient arborés dans les manifestations. L'un des dirigeants donc de la mobilisation était Ernest Féroul, le maire de Narbonne. Féroul était socialiste, et la ville de Narbonne, à l'époque, elle était surnommée Narbonne la Rouge. La CGT, de son côté, organisait dans les villes, au même moment, des manifestations ouvrières en soutien aux vignerons. Oui, on peut applaudir. Par la suite, et en particulier depuis les années 1950, les luttes paysannes ont été nombreuses. Elles ne sont pas passées inaperçues, malgré le poids démographique de plus en plus faible des agriculteurs, comme on l'a vu précédemment, sans doute parce qu'elles ont pris, dès cette époque et jusqu'à aujourd'hui, un aspect radical et parfois violent, avec les barrages sur les routes, la montée des tracteurs à Paris, la destruction spectaculaire des productions devenues non rentables, les déchargements de monceaux de fumier et autres produits plus ou moins nauséabonds devant les préfectures. Durant ces années, les luttes des agriculteurs ont concerné une production agricole ou une autre, une région ou une autre. Elles se sont attaquées à tel ou tel industriel ou acteur de la grande distribution à cause des prix trop bas qu'ils cherchaient à imposer aux paysans. Elles ont souvent pris pour cible le gouvernement parce qu'il laissait entrer les produits moins chers en provenance d'autres pays d'Europe ou du reste du monde, ou bien parce qu'il leur imposait trop de charges selon la terminologie des patrons.
Je ne vais pas décrire toute cette période, on n'en aurait pas le temps, mais je voudrais m'arrêter sur un moment de cette période où des agriculteurs syndicalistes et des luttes paysannes ont à nouveau été influencés par les références du mouvement ouvrier. C'était dans la période de mai 68, ce n'est évidemment pas un hasard, car à ce moment-là, les luttes de la classe ouvrière étaient sur le devant de la scène politique. C'est alors donc qu'est apparu le mouvement des paysans travailleurs en rupture avec la FNSEA. Ces initiateurs, parmi lesquels Bernard Lambert, voulaient construire ce qu'ils appelaient un syndicat de travailleurs, en opposition avec le syndicalisme de chefs d'entreprise prôné par la FNSEA. Ils défendaient l'idée que les paysans étaient en train de devenir des salariés à domicile, des industriels pour lesquels ils travaillaient, et qu'ils devaient s'unir dans les luttes contre les industriels avec d'autres catégories sociales, en particulier les ouvriers. Au cours des années 1960 et 70, il y a eu en effet plusieurs manifestations communes des ouvriers et des paysans, mais aussi des étudiants, enseignants et même parfois des commerçants. Le 8 mai 1968, en particulier, des manifestations ont regroupé plus de 100 000 personnes dans les rues des grandes villes, des villes les plus importantes de Loire-Atlantique et de Bretagne. Les revendications concernaient l'emploi dans tous les secteurs, industrie, agriculture, commerce, services publics, et aussi la faiblesse du pouvoir d'achat et les salaires. D'autres luttes ont suivi, particulièrement déterminées et radicales, au cours des années 70. Je ne citerai que la grève du lait de mai-juin 1972, qu'on a aussi appelée la guerre du lait, où les éleveurs de l'Ouest ont refusé de livrer leur lait aux laiteries industrielles et où ils ont bloqué et parfois vidé les camions de collecte du lait. Ça a suffisamment marqué Lactalis, vous pourrez remarquer, pour qu'il essaye de s'en prémunir encore aujourd'hui en faisant signer dans ses contrats une clause de non-grève du lait. Et les paysans travailleurs ont montré dans d'autres occasions, toujours dans la même période, leur solidarité avec les ouvriers en lutte, parce qu'il y avait aussi beaucoup de grèves ouvrières, et pendant ces grèves, bien souvent, ils venaient ravitailler les ouvriers en grève en denrées alimentaires. Donc, quand les petits et moyens paysans se battent pour vivre de leur travail, pour desserrer les taux que leur imposent les industriels du secteur ou les banques, ils ont toute notre solidarité. Et parmi les revendications que nous mettons en avant, comme permettant aux ouvriers de défendre leur peau face à la crise capitaliste et aux attaques patronales et gouvernementales, il y en est une qui pourrait faire l'objet d'une sorte de front unique entre les ouvriers et les agriculteurs. C'est la revendication du contrôle sur les entreprises capitalistes, qui permettrait de voir où sont faits les bénéfices tout au long du circuit entre les producteurs et les consommateurs, et donc qui permettrait de voir comment les capitalistes des chaînons intermédiaires s'engraissent sur le dos des uns et des autres. Un véritable contrôle ne serait possible que dans un contexte révolutionnaire, de même que, dans un tel contexte, le contrôle des banques par leurs salariés et leurs clients permettrait de s'assurer qu'elles jouent un rôle utile, en particulier en offrant les crédits à bon marché dont ont besoin les paysans pour faire fonctionner leurs exploitations. En revanche, nos chemins se séparent quand les agriculteurs prêtent l'oreille aux démagogues des partis bourgeois qui leur font croire qu'il y a un avenir pour leurs petites propriétés dans le cadre de la société capitaliste, ou quand ils suivent les tenants de l'agroécologie, de la petite production familiale pour des marchés locaux et des circuits courts, finalement qui leur servent les mêmes boniments que les précédents. En conclusion, je vais vous citer un texte où Engels expliquait aux socialistes français comment ils pourraient s'adresser à la paysannerie sans pour autant abandonner leurs perspectives socialistes et collectivistes. Ce texte, qui est intitulé « La question paysanne en France et en Allemagne », qui existe sous forme de petites brochures si
Vous voulez le lire? Donc il a été écrit en 1894, mais il reste pour nous une référence, même si, comme nous l'avons vu ce soir, la condition paysanne a beaucoup changé depuis cette époque. Donc voici l'extrait. Le problème en France en 1894 est qu'on ne peut pas faire la révolution contre le petit paysan. Mais le problème est comment s'y prendre pour le gagner à notre cause. Le but n'est pas de le gagner superficiellement et provisoirement par des mesures qui semblent lui permettre de se maintenir. Du paysan qui nous demande de maintenir sa propriété parcellaire, nous ne pourrons jamais faire un camarade. Pas plus que du petit patron qui veut rester éternellement patron. On les laisse aller chez les politiciens qui leur promettent que leur petite entreprise sera sauvée. Notre position est, d'abord, nous prévoyons la disparition inéluctable du petit paysan, mais nous ne sommes nullement chargés de hâter cette disparition. Ensuite, lorsque nous serons au pouvoir, nous ne pourrons songer à exproprier les petits paysans par la force. Nous aurons à les convaincre par l'exemple et en mettant à leur disposition le concours de la société, de passer à l'exploitation collective. L'essentiel est de leur faire comprendre que nous ne pouvons sauver et conserver leur propriété qu'en la transformant en une propriété et une exploitation coopérative. Car c'est précisément l'exploitation individuelle, fruit de la propriété individuelle, qui fait la perte du paysan. Si les paysans veulent conserver l'exploitation individuelle, ils seront nécessairement chassés de leur propriété, tandis que leur mode de production dépassé fera place à la grande exploitation capitaliste. Offrir aux paysans la possibilité d'introduire la grande exploitation, non pour le compte des capitalistes, mais pour leur propre compte commun. Il ne serait pas possible de faire comprendre aux paysans que c'est dans leur intérêt, que c'est l'unique chemin de salut. Fin de citation. Souhaitons que le mouvement ouvrier parvienne à entraîner les couches intermédiaires, et en particulier la paysannerie, dans son combat pour renverser le système capitaliste. Il en sortira une société qui aura pour seul objectif de produire pour satisfaire les besoins de tous et aussi de préserver le patrimoine de l'humanité pour les générations futures. Comment évolueront dans ce nouveau contexte les systèmes agricoles, les sociétés paysannes que nous connaissons aujourd'hui? Les solutions seront sans doute diversifiées, les rythmes multiples. Mais ce sera le choix de ceux qui construiront cet avenir communiste pour lequel nous nous battons aujourd'hui.